La Corse, la destination de vacances préférée des Français. Les touristes viennent ici pour l'eau turquoise et les plages de rêve. Mais aussi pour la montagne et ses panoramas à couper le souffle. Mais derrière la beauté des paysages, la nature peut également se révéler dangereuse si l'on ne s'en méfie pas. L'hélicoptère de la sécurité civile, nom de code, Dragon 2B. Chaque été, cet appareil assure plus de 300 missions d'urgence dans des conditions souvent extrêmes. À bord, le pilote et son mécanicien, un médecin du SAMU et 2 sauveteurs du peloton de gendarmerie de haute montagne. J'ai regardé les coordonnées, ça donne vraiment pas loin du lac Gurinoz. Dragon 2B vient d'être appelé pour secourir une randonneuse victime d'une grave chute dans cette vallée accidentée. Ah, il y a du monde en bas qui fait signe. Si, j'ai vu. Ah non, 1 heure. Ouais, j'ai vu. Ah oui, ok. Écoute, même si on a dalle à 1 heure, là, c'est la grosse. Ouais, ok, là, il y a la couverture de survie. L'hélicoptère va déposer les sauveteurs sur place. Si les PG sont d'accord. Ouais, c'est bon pour nous. Oui, ok. Les secouristes ne savent pas dans quel état ils vont trouver la blessée. 2 randonneurs veillent sur elle, ce sont eux qui ont appelé les secours. L'état de la jeune femme doit être évalué par le médecin du SAMU. Elle est consciente, mais visiblement, elle souffre beaucoup. Un peu à ce niveau-là aussi, le bout du pied. Bon, là, l'os, il est dehors, là. Tu vois l'os dehors. Ok. Hein? Ah oui, il a une fracture. Vous l'avez pas dit? Là, suspicion de fracture ouverte de cheville. Ensuite, il y a un problème au niveau du fémur qu'il faut aller analyser. Là, vous avez mal, là. Un peu aussi, ouais. Bon, il va falloir bien l'immobiliser. Voilà. Ok. Donc, elle est tombée par là-haut, elle a rampé jusqu'ici. Ah, d'accord, ok. Et ensuite, les gens l'ont trouvée, en fait. La jeune femme était partie en randonnée avec son compagnon. Fatiguée, elle a voulu redescendre seule vers la vallée pendant que son ami poursuivait sa marche. Il n'est donc pas au courant de l'accident. J'étais partie suivre mon cher et tendre. Je ne voulais pas faire la randonnée, vu que je ne suis pas expérimentée. Et voilà le résultat d'une personne non expérimentée. Je lui avais promis que s'il m'arrivait quelque chose, si je me fracturais quelque chose, je le tuais et je le quittais. Donc c'est bon, fracture ouverte. Là, je suis une femme célibataire de 39 ans. Pour transporter la randonneuse, il faut lui poser une attelle. Le problème, c'est qu'au moindre contact, la douleur est insupportable. Allez, respirez fort. Là, t'as encore 5 minutes qui vont pas être agréables. Allez, ça va? C'est quoi ton prénom? Léa. Ok, et là, on va être obligé de la serrer un peu. Jean-Louis, t'arrives à bien mettre le pied quand tu fais ça, c'est que ça fait mal. C'est normal. Ouais. Attention pour lever, lever. Attention pour poser, poser. Voilà. Ça va? Ouais, Dragon, on est prêt pour la récup. La victime sera à l'hôpital de Bastia dans quelques minutes. Sans l'hélicoptère, il aurait fallu 3 heures. En période estivale, les accidents comme celui-ci sont quotidiens dans l'île de Beauté. Alors tout l'été, des centaines de sauveteurs sont sur le pied de guerre pour éviter que les vacances de rêve ne virent au cauchemar. L'été, les vacanciers déferlent sur la Corse. Jusqu'à 400 000 visiteurs par semaine, c'est plus de touristes que d'habitants. Et pour certains d'entre eux, les vacances sont mouvementées. Car en Corse, la nature se montre impitoyable pour ceux qui ne s'en méfient pas. Ouais, mais moi je vous tiens, je vous tiens. Respirez, respirez. Je sais pas mettre ma jambe. Les vacances en Corse, c'est aussi 2 mois débridés, avec des fêtes qui se prolongent toute la nuit. Revers de la médaille, l'alcool coule à flot et provoque de nombreux excès qui mobilisent les forces de l'ordre. Ils ont cassé la gueule, mais vénère. Dans les luxueuses villas du bord de mer, l'été, c'est aussi la saison des cambriolages. Ne touche pas trop. Ma femme m'a réveillé en me disant il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. J'ai vu la lampe torche. Pour veiller sur les vacanciers,
Les hélicoptères de la sécurité civile sont en alerte permanente, confrontés parfois à des situations exceptionnelles, comme ce crash d'un avion de tourisme en pleine montagne. Ah, je crois que je l'ai. Regarde, midi, 1,5 km, juste sous le sommet. Gendarmes, secouristes ou pompiers, nous avons suivi les anges gardiens des vacances corses. Un été sous haute tension. Voici la Corse version carte postale. 300 km de sable blanc, une eau turquoise à 25 degrés. L'une des plus belles plages de l'île, c'est Santa Giulia, au sud de Porto Vecchio. Des airs de lagon sous les tropiques, enfin presque. Car ici, il peut y avoir jusqu'à 5000 personnes par jour en plein été. Pour veiller sur cette foule, un poste de secours sous la responsabilité des CRS. Il est dirigé par Lionel, un gardien de la paix. Sur la plage, chacun des sauveteurs a une mission bien définie. Donc, tu prends la chaise aujourd'hui, hein, tu commences. Robin, tu prends le Zodiac, tu fais le tour du plan d'eau. Ah, okay. Bon allez, on y va. Tout au long de la journée, les sauveteurs patrouillent sur la plage. Ils ne sont que 5 et la zone à surveiller est très vaste. Donc on a 1 km de long sur 300 mètres. Donc on a une surface en gros de 30 000 m² à surveiller. Et le travail des sauveteurs ne se limite pas seulement à la plage. Car sur l'eau aussi, c'est la grande foule. Un invraisemblable balai de jet-ski, de pédalos, de planches à voile, de bateaux, qu'il faut contrôler en permanence pour éviter les accidents. Partez là-bas. Ici, c'est que pour les bateaux. Ne restez pas à proximité du chenal. Allez par là-bas avec les pédalos. Voilà, jeune homme. Beaucoup de prévention, mais parfois, Lionel doit sévir. Il vient de prendre en chasse un jet-ski. Voilà, on a notre jet-ski qui est dans notre dos et qu'on n'a pas vu immédiatement, donc je vais essayer de l'intercepter. Le jet-ski naviguait dans la zone réservée aux baigneurs. C'est formellement interdit. Arrêtez tout. Messieurs, dames, bonjour. Avec les enfants, et puis du coup, je repars, je traverse là pour aller à la plage de Palombagia. Ah non, vous n'êtes pas sur Palombagia. Voilà, j'étais persuadé à 100%. Je peux avoir votre permis, s'il vous plaît? Je vais parler de moi. Ah. Vous allez prendre le chenal, vous allez vous mettre au niveau du ponton. J'ai le collègue qui va venir vous réceptionner, vous allez aller au poste, il va vous prendre votre identité. Lionel doit rester à son poste sur le bateau, mais il surveille le conducteur pour s'assurer qu'il ne va pas prendre la fuite. Donc je l'envoie au poste de secours, on va lui prendre son identité et on va lui faire un contrôle quand même de permis par les affaires maritimes pour voir réellement s'il a, et mon collègue va le verbaliser. Pénétrer dans une zone de baignade en jet ski peut coûter très cher, jusqu'à 1 500 € d'amende. Cette fois-ci, l'homme s'en tirera avec un simple avertissement. Mais sur cette plage bondée, ce qui inquiète le plus Lionel, ce sont les enfants, souvent laissés sans surveillance. Et notamment ceux qui jouent dans l'eau avec des matelas gonflables. Car le danger peut venir d'un simple coup de vent. Au niveau du vent, on est vraiment vigilant parce qu'un pneumatique, en l'espace de 15-20 secondes, il peut faire 100 ou 200 mètres. Si on n'a pas vu avant le danger, ça peut être vraiment, vraiment dangereux pour le gamin qui est sur le pneumatique. Soudain, une secouriste lance l'alerte. La chaise pour tous les sauveteurs. Un enfant de 6 ans est perdu, il est blond, il a un maillot marron à fleurs. Oh, est-ce que tu as son prénom? Négatif. Bonjour, vous êtes avec la dame là? Oui. Cette femme blonde est une amie de la mère de l'enfant. Il y a longtemps que vous l'avez quitté des yeux ou pas? Est-ce qu'il sait nager? Oui. Il sait nager? Oui. Ok. Trouver le petit garçon devient une priorité. Les sauveteurs ont une méthode pour orienter leurs recherches. En général, un enfant perdu, quand il cherche ses parents, il tourne toujours le dos au soleil. Parce que il a mal aux yeux, donc il tourne le dos au soleil et il marche. Les sauveteurs sont attentifs à tous les enfants dans l'eau. En 2 minutes, un bambin peut se noyer. Heureusement, tout se termine bien.
le petit garçon vient d'être retrouvé. Hello. Yes. It's your phone? Thank you. Ok, no problem. Thank you. Yes. Si. Allez. Sur une plage aussi sécurisée que Santa Giulia, les drames sont rares grâce aux sauveteurs. En fait, 80% des noyades ont lieu sur des plages non surveillées. Car malgré les apparences, ici, la mer est dangereuse. En Corse, la météo change très vite et peut parfois surprendre les baigneurs. Aéroport de Bastia, la base hélicoptère de la sécurité civile. Allô? Oui. Aucun problème. Un appel urgent pour Sébastien, le pilote de permanence. Des baigneurs sont en grande difficulté. Donc vous voulez qu'on parte avec plongeur? D'accord, à tout de suite. C'est quoi Sébastien? Donc a priori 2 personnes en difficulté dans le rouleau, dans une plage. Donc entre Calvi et l'île Rousse. On prend le médecin ou pas? Ah là, je vais le faire peut-être. Il faut faire très vite. Les vacanciers sont dans l'eau depuis plusieurs minutes. Les sauveteurs savent que l'épuisement et la panique peuvent conduire à une noyade. Sébastien, comme tous les pilotes des hélicoptères de secours, vient de l'armée. Des hommes expérimentés, capables de piloter leurs appareils dans les pires conditions. À bord, 2 plongeurs des sapeurs-pompiers. À plus de 200 km/h, l'hélicoptère est très vite sur zone. Il peut atteindre n'importe quel point de la Corse en moins de 30 minutes. Une rapidité qui permet de sauver des vies. Ok. Je suis dehors sur le patin. Oui. À vue là. Où ça? À 2 heures là. À 2 heures. À vue. Ouais. Ce couple de naturistes bronzait sur un rocher quand il a été emporté par une vague. Les plongeurs doivent les rejoindre le plus vite possible. La femme est au bord de l'épuisement. C'est elle qui est remontée la première. L'hélicoptère doit la déposer rapidement dans les dunes, à proximité des ambulances, pour qu'elle soit prise en charge. Oui. Avant, 5. Oui. Allez, J'y suis. c'est bon. Elle est en hypothermie et profondément choquée. Son mari est encore dans l'eau, aidé par un pompier. L'homme est remonté à son tour. Sur son dos, des coupures. Le couple a été arraché des rochers par la vague. Leur séance de bronzage, un jour de grand vent, a failli leur coûter très cher. Ils ont fait preuve d'imprudence? Preuve d'imprudence, oui quand même. On a la météo qui annonce de la forte houle avec un vent quand même assez fort. Il faut éviter, je le dis souvent, quand il y a du vent comme ça qui souffle sur le littoral, on évite d'aller au bord de la mer. Si les sapeurs-pompiers n'avaient pas été là, la personne, l'épouse était quand même très fatiguée, en hypothermie, limite épuisement. Le mari aurait pu peut-être sortir de l'eau, hein, mais je ne sais pas si la dame aurait pu sortir. Voilà. Ces 2 touristes italiens en sont quittes pour une belle frayeur. Ils ont eu beaucoup de chance. En Corse, une quinzaine de personnes meurent de noyade chaque année au cours des vacances d'été. Le week-end du 14 juillet. C'est le véritable lancement de la saison touristique. Au cœur des vacances, on peut enfin se détendre, profiter. Mais pour beaucoup, les soirées d'été sont aussi l'occasion de se lâcher. Devant la plus grande boîte de nuit en plein air d'Ajaccio, il y a foule. Car ce soir, on attend des invités surprises. Ce soir, il y a les Marseillais, donc il y a une entrée payante de 20 € par personne, tout simplement. Les Marseillais, les vedettes d'une célèbre émission de télé-réalité. Dans le public, certains sont là uniquement pour les voir, comme Stéphanie, une touriste suisse venue spécialement avec sa bande de copines. Maman, je fais une photo avec eux, c'est mon enterrement de vie de jeune fille, je fais une photo avec eux pour un truc inoubliable, quoi. C'est une fois dans sa vie, merde. Mais pour maintenir l'intérêt du public, le patron de la boîte va attendre 3 h du matin pour faire entrer en scène les stars de la télé-réalité.
Et voilà les Marseillais. Encadrés par la sécurité, ils sont dirigés vers le carré VIP. Seuls quelques privilégiés vont pouvoir les approcher. Stéphanie et ses amis ont bien l'intention d'en être. Qui voulait voir? Des photos, hein. Ah non, mais moi je veux tout, je veux faire la bise, je veux tout faire là maintenant. Oh là là, tu te rends compte l'autre jour, tu te rends compte? La jeune Suissesse peut enfin approcher ses idoles. C'est pas drôle? Mais non, mais tant mieux. Tu viens de Suisse? Qu'est-ce que tu veux faire là? C'est mon entraînement de jeune fille. Et tu veux le faire en Corse? Parce que vous veniez en Corse, alors je me suis dit je viens en Corse. Partez, bravo. C'est chaud, hein? Tu as fait un coup de soleil. Ah non, mais c'est vous qui me faites cider. Tous! Faites tous cet effet-là. Ça veut l'effet que je fais aux femmes. Merci beaucoup. Tous les jours dans ma poche. Je suis super heureuse, c'est le plus beau jour de ma vie, la plus belle soirée. J'ai pas de mots tellement je suis contente. Alors que Stéphanie cède à l'euphorie de sa rencontre avec les Marseillais, certains clients de la discothèque, eux, vont succomber à une ivresse bien réelle. Il est 4 h du matin. Sur le parking, personne n'a l'air en état de reprendre le volant. Pour éviter les accidents, la boîte de nuit a mis en place cette navette qui ramène les fêtards au centre-ville. Mais le minibus est payant et ce soir, seuls quelques éméchés ont choisi d'y embarquer. Simplement, les gens achètent leur ticket à la discothèque et ensuite on les ramène, ils sont ramenés sur la zone qui est autour du golfe, de manière à les ramener tranquillement et vivants. Est-ce que là vous seriez en état de rentrer en voiture ou non? Je serai en état de rentrer en voiture. Je l'ai fait bien des fois. Non mais là ce soir, là, est-ce que ce soir, je serai en état de le faire. Est-ce que je le ferai? Certainement. Maintenant, est-ce que ce soir j'ai choisi de rentrer avec une navette? Bien évidemment. Vous me voyez dans un putain de car. En fait, il a la grande chance de pouvoir se réveiller demain matin, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents. On est en zone de montagne ici. Un virage, un rond-point tout droit, et ça s'arrête très vite. Alors que les fêtards les plus prudents rentrent en bus, ceux-là semblent bien déterminés à prendre le volant malgré les risques. C'est ça la question. Oui, je vous ramène tous. Bon, allez, j'ai bu un verre. Un verre, mais comme ça. Un verre grand comme ça. Et le démarrage va trahir l'état du conducteur. Après 2 essais infructueux, la voiture démarre enfin avec à son bord 4 jeunes qui risquent leur vie. Pour lutter contre ce genre de comportements inconscients, cet été, la gendarmerie a décidé de tripler ses contrôles à la sortie des boîtes de nuit en Corse. Sur la route qui dessert la plus grande discothèque de Porto Vecchio, les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, viennent d'établir un barrage. Tu vas, Ludo? Ouais. Ludo, le responsable du dispositif, sait qu'à cette heure-ci, la plupart des conducteurs sortent de boîtes de nuit. Il y a un phare qui marche pas devant, monsieur. Je sais, faut aller au garage. Eh ouais. Vous avez consommé de l'alcool, là? J'ai bien un verre. On va soumettre au dépistage, monsieur? Ok. Vous avez soufflé dans les test? Jusqu'à temps qu'on vous le dise. Allez, soufflez, soufflez. Fort, fort, fort. Soufflez fort. Allez, 0,15, vous êtes en dessous. Donc c'est bon. Vous voyez? Avec un verre. Non, des shots. J'en ai vu 2. 2 shots, ouais. Donc vous voyez, hein, avec 2 shots, vous êtes en dessous. C'est bien, hein. Mais il faut faire attention. Admettons, j'ai 0,30. Qu'est-ce qui se passe? C'est une amende à 90 € et c'est 6 points en moins. À 6 points? Eh oui. De toute façon, que ce soit contraventionnel ou délictuel, l'alcool, c'est 6 points en moins. D'accord, ok. C'est systématique. Ça va.
Ça, il n'y a pas de cadeau. Par contre, je vais vous remettre une convocation pour le phare, là. Hein, vous me le présenterez. Attendez pas 3 semaines. Allez-y. Allez, messieurs les gendarmes, bon courage. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Très vite, l'équipe de Ludovic arrête une voiture dont les occupants ont tous l'air plutôt joyeux. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Non. 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 On va vérifier. Mon collègue va vous soumettre un dépistage. C'est lui qui a l'air plus méchant en fait. Ah non, finalement. La jeune femme s'exécute Non, il est pas méchant. et, surprise, passe le test sans problème. Parfait, 0. Bah oui, je l'avais pas vu du tout. Elle est parfaite, c'est ma femme. Souffle, 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 Merci souffle, souffle. Et derrière, il y a de l'ambiance par contre. Ah oui, ils ont Allô tous bu. Hein. Allô. Oui, je suis avec les gendarmes. Rien. Ça va bien se passer. C'est ma maman. On peut y aller. Ceux-là ont eu la présence d'esprit de désigner une conductrice qui n'a pas bu. Mais sur la route qui vient de la discothèque, tous n'ont pas la conscience tranquille. Ah. Oh bah ça, c'est certainement quelqu'un qui a pris le volant et qui est peut-être alcoolisé et là qui va faire demi-tour et qui va se mettre sur le parking. Bon, le temps qu'on arrive là-bas et qu'on essaye de trouver ce que c'est comme voiture, à mon avis. Mais bon, quelque part, ça fait de la prévention, ça leur fait voir quand même qu'on est là et qu'on est là pour un petit moment et qui font pas ce qu'ils veulent. Hein. Les contrôles s'enchaînent et d'autres conducteurs s'empressent de faire demi-tour pour éviter les gendarmes, qui ont pour consigne de ne pas les poursuivre pour éviter l'accident. Dans la discothèque, le message a circulé. Quelques minutes plus tard, ce sont des piétons qui font leur apparition. Je pense que s'ils rentrent à pied, c'est qu'ils ont senti qu'ils n'étaient pas en mesure de reprendre le volant. Et quelque part, c'est positif, quoi. Mais parfois, même à pied, les sorties de boîte peuvent être dangereuses. Au centre-ville de Porto Vecchio, une autre équipe de gendarmes est en patrouille. À bord, Alain, le commandant du PSIG. Soudain, un conducteur arrête le véhicule des gendarmes. Bonsoir. Sur la route de la boîte de nuit, là, il y avait une bagarre là, ça fait 5 minutes. Ok. C'est d'abord ça, mais il était en plein milieu de la route. D'accord, sur la grande route. Ouais. Ok, on va aller voir, monsieur. Merci. Merci. COG ici, Psych Povo. Est-ce qu'on a un DSI ou la BT qui sont dehors en même temps que nous, là? Un peu plus loin, les gendarmes repèrent un attroupement sur un parking. Mettez-vous là, voir si on va si c'est là. Bonsoir. Ouais, on vous a appelé? Oui. Ouais, on est 4 là. C'est notre pote qui s'est fait agresser. Oui, bonsoir. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, on allait acheter une pizza, oui. ils ont commencé à nous parler, et nous on a commencé à partir, ils sont revenus. D'accord, ok. D'accord. Monsieur, ça va, monsieur? Lui, ça va vraiment pas. Venez ici. Cet adolescent a été passé à tabac. Il est sérieusement amoché. Non, pas peu. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Si, là. Au niveau secourisme, je préfère vous laisser dans les mains des pompiers qui vont arriver dans... Est-ce que dans tous les cas, je vais rester comme ça ou pas? C'est-à-dire? Normal. Je ne sais pas, monsieur. Je suis cassé le nez 2 fois. Je ne suis pas médecin. Visiblement, les jeunes ont beaucoup bu. Et les gendarmes ont bien du mal à reconstituer ce qui s'est passé. D'accord, ils étaient en voiture apparemment? Ils étaient à pied, et puis après ils sont revenus genre à 6-7. D'un coup, en les appelant. Non, on était 4. Ils étaient 5. Mais eux, ils n'étaient pas 4, ils étaient 4. Ils ont cassé la gueule, mais fait la gueule, il y a une voiture qui est passée. Finalement, les jeunes ne porteront même pas plainte malgré leurs blessures. Les gendarmes ne peuvent rien faire de plus que d'appeler les pompiers. Bonsoir. Ou bonjour, je sais pas. Fin de soirée d'été ordinaire sur une route de Corse. Bien loin de l'agitation du littoral, d'autres vacanciers préfèrent les montagnes du centre de l'île. Car la Corse, c'est aussi le paradis des randonneurs. Ce groupe va s'attaquer au célèbre GR20, le sentier de grande randonnée le plus difficile d'Europe. 200 km du nord au sud. Un bon marcheur met 15 jours pour parcourir la distance. Les plus prudents choisissent de partir avec des guides. Tout le monde a fait le plein d'eau? Oui.
Agnès et Jean-Paul vont encadrer ce groupe sur le tronçon nord, Le pied compressé, il faut qu'il respire un petit le plus difficile du GR20. peu. Au-delà de l'aventure sportive, c'est une aventure humaine. Sur des passages difficiles, vous allez voir qu'on peut avoir des moments forts, mais on peut avoir des moments mous, hein, des hauts et des bas. Et c'est l'esprit de groupe en fait qui fait qu'à un moment donné, on sort la tête haute et qu'on arrive à passer les épreuves. Donc notre objectif, c'est que tout le monde arrive au bout de son rêve, au bout de son défi, au bout de son dépassement de soi. Ok? Allez, c'est parti. Près de 20 000 marcheurs se lancent chaque été sur le GR20. Principale difficulté, un dénivelé impressionnant et des chemins chaotiques. Vous pensez que vous allez y arriver? Ah bah j'espère, sinon je serais extrêmement vexée. Mais bon, après, voilà. Il faut connaître ses limites aussi, donc c'est ça qui est aussi intéressant dans la rando, c'est qu'on apprend à se connaître et à viser des difficultés en fonction de nos capacités. On estime que les gens qui le font de manière individuelle, c'est-à-dire sans guide, sont à peu près 40% à abandonner. Notre objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte que tout le monde arrive au bout. Et c'est ça notre satisfaction. Les difficultés techniques sont nombreuses. Certains passages du GR20 se rapprochent plus de l'escalade que de la randonnée. Elle est haute celle-là. Au loin, le groupe aperçoit d'autres randonneurs qui semblent bloqués sur un à-pic. Jean-Paul, le guide, n'est pas étonné. Il voit souvent des promeneurs complètement dépassés par la difficulté. Là, il y a les gens, on les voit, ils angoissent. Là. On les voit sur la chaîne, là, regardez comme ils sont. Ils tremblent, voilà, ça peut vite partir, quoi. Hein. Et ils n'ont pas la bonne technique parce qu'ils descendent face à la pente. Au lieu de se mettre, de se tourner et d'avoir les fesses dans le vide. Donc c'est clair que là, il n'y a pas de méthode, quoi. Cette femme en rose est paralysée par la peur. Depuis 20 minutes, elle n'ose plus ni monter, ni descendre. L'accident peut survenir à n'importe quel moment. Jean-Paul décide d'intervenir. Je vais vous aider un petit peu. Allez-y, descendez doucement. Voilà, ce pied-là, mettez-le là. Voilà. Non, c'est pas grave, je suis là, je vous tiens. Vous voyez, appuyez-vous, vous allez sentir que je suis là. Vous voyez? Allez. Continuez à descendre doucement. Celui-là, là. Voilà. Ouais, mais moi je vous tiens, je vous tiens. Mais je vous tiens. Voilà. Mais non, ça glisse pas, je suis là. Je sais pas mettre ma jambe. Allez, je vous tiens là. Ouais, regardez, allez. Regardez, il n'y a rien, c'est plat. Voilà. Ok, respirez. Respire bien, attends 2 minutes. Respirez. À cet endroit, la pente est verticale, impressionnante et difficile techniquement pour des novices. Encore une fois, on voit que beaucoup de gens pas mal de gens qui n'ont pas le niveau pour faire la randonnée. En tout cas, sur certains tronçons, ça reste encore du terrain d'aventure. Hein. Voilà, donc, c'est plus de la randonnée. Le groupe d'Agnès et Jean-Paul doit maintenant gravir la paroi que les autres viennent de descendre. Ils sont mieux préparés, mais ils commencent à souffrir physiquement. Parce que c'est au-delà de ce que j'imaginais. Je pensais pas que ça allait être aussi ardu que là. Et je crois qu'on n'a rien vu encore, donc non, je pense que c'est au-delà de ce que j'imaginais. Mais c'est juste grandiose, enfin, juste à regarder derrière et c'est reparti. Hop, attention. Jamais se précipiter, jamais. Ouais, il a voulu faire un peu plus vite, hop, et on glisse. Le GR20 serpente sur des crêtes souvent situées à plus de 2000 mètres. À cette altitude, il reste des névés, ces plaques de neige qui n'ont pas fondu à l'arrivée de l'été. La neige est instable, les accidents y sont nombreux. La semaine dernière, il y en a eu un dans la brèche de Capitelle, une touriste qui a dévissé sur le névé. Et pourtant, c'était début juillet, hein, qui a dévissé, qui a fait une chute de plus de 100 mètres. Et donc, on prend rapidement de la vitesse sur les névés. Et si vous n'avez pas la technique pour vous arrêter, eh ben, vous allez percuter les rochers qui se trouvent en contrebas. Et c'est arrivé quoi, cette touriste? Il y a eu plusieurs multiples fractures évacuées par la sécurité civile. Hein. Voilà. En pleine montagne, les randonneurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Une simple blessure
et tout devient compliqué. En tête de colonne, l'une des marcheuses vient de tomber. Elle se relève péniblement. Ça va. Ça va quoi? En fait, j'ai glissé sur une pierre mouillée. Un petit coin poubelle. Vous avez tapé où? Et j'ai tapé la tête sur le rocher, là. J'ai senti ça sonner. De l'avant. Ça sonnait un coup, hein. Je me suis dit. C'est un bel œuf de pigeon là. Ah ouais. Ah, j'ai pas vu venir, hein. Je me suis cogné la tête. Ça va aller, je pense. Grâce au guide, ce genre de problème est vite maîtrisé. Mais sur le GR20, il y a aussi beaucoup de touristes qui randonnent seuls. Et certains sous-estiment la difficulté de l'aventure. Comme cet homme qui doit porter son chien, incapable de marcher après seulement 2 jours de randonnée. Ouais, il s'est un petit peu abîmé les coussinets, quoi. On les avait pas assez bien préparés en fait. On a l'habitude de marcher et on voyait pas se faire le GR sans le chien avec nous, quoi. Voilà. Combien il pèse? 8 kilos en plus sur le sac. C'est dur. Mais bon, jusqu'au bout. Tournez un peu. Ah, voilà. À bientôt, au revoir. Bon courage. Au revoir. Merci. Merci, bonjour. Bonne journée. Mais il y a encore plus fort dans l'inconscience. Les randonneurs atteignent le point culminant du GR20, à plus de 2200 mètres d'altitude, quand ils voient arriver 2 jeunes qui ont traversé les plaques de neige en tenue de plage. Bonjour. Jean-Paul le guide n'en croit pas ses yeux. Il intervient pour que les jeunes réalisent leur imprudence. Si vous allez en montagne, il faut en petite tenue, ça c'est tenue pour aller à la plage. Hein. Je veux dire, c'est pas pour aller en montagne. Là il fait beau, mais ça peut changer brusquement. Quoi. On a tout ce qu'il faut dans les sacs. C'est vrai. On a ce qu'il faut. Mais enfin, Vous avez des vestes coupe-vent, des vestes Gore-Tex, vous avez tout ça. Moi j'ai une veste Gore-Tex. Moi j'ai pas. Vous voyez qu'on est de suite, on est vraiment en montagne ici. Hein. Ne fût-ce que les névés. Hein, regardez. Donc là, ça veut dire qu'on est en plein mois de juillet. Là. Les névés sont toujours là, donc il fait froid. Hein, peut faire vite froid. Donc il faut être prévoyant et avoir un équipement minimum. Quoi, parce que le temps, il tourne très très vite. Ah, ouais. Vous avez l'impression d'être assez équipé pour la haute montagne? Non. Non. Mais qu'est-ce que vous faites là alors? On se promène. On se promène. Jean-Paul est consterné par autant de légèreté. Nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. On s'est dit, ces gens-là, ils n'ont pas tout compris, en fait. Voilà. Des fois, on est interpellé. Voilà. En plus, on en voit souvent. Et voilà, en causerie avec les collègues et même les clients, on s'est dit, voilà l'exemple de choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Chaque année, une dizaine de marcheurs trouvent la mort et près de 200 sont blessés dans la montagne corse. Le GR20 est l'un des principaux terrains d'intervention des secouristes. Sur l'aéroport de Bastia, l'équipage du Dragon 2B, l'hélicoptère de la sécurité civile, se prépare une nouvelle fois à intervenir. Sly, le pilote d'alerte aujourd'hui, est un vétéran qui totalise 7000 heures de vol. Christophe, le mécanicien de bord, aura la charge d'élitreiller les victimes. Un appel vient de tomber. C'est un randonneur écossais. Il est parti ce matin sur le GR20 et s'est perdu dans la montagne. Par chance, son téléphone portable capte encore le signal. Allô? Yes, good morning. Bonjour, je suis le pilote français d'hélicoptère de secours. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre position? Je vois l'aéroport. Je suis au sud-est de l'aéroport. Vous voyez l'aéroport en ce moment? Oui, je vois l'aéroport d'où je suis là. Dans environ 30 minutes, l'hélicoptère sera sur votre position. En une journée de marche seulement, le touriste écossais a réussi à se perdre et à manquer de provisions. Il a pas d'eau, rien à manger, il commence à être déshydraté, donc il va falloir qu'on aille faire quelque chose pour essayer de le localiser et de trouver un moyen pour le sortir et de le ramener en zone sûre. Niveau pétrole, j'ai compté 200 kg aller-retour et 150 sur zone. Sly n'a que les indications confuses données par l'homme pour tenter de le localiser. Vu du ciel,
pas facile de retrouver un marcheur en pleine montagne. Après 20 minutes de recherche, le randonneur en détresse est enfin repéré sur une crête. Ok, j'ai visuel sur lui, les gars. Ouais, je confirme, visuel. Moi devant, je fais l'approche dessus. Il va falloir élitreuiller. Un homme du peloton de gendarmerie de haute montagne descend chercher l'imprudent. Ça va? Laisse ton sac, enlève-le là. La crête sur laquelle se trouve le randonneur écossais se termine par une falaise. Il était temps de le récupérer. Alors, dans le meilleur des cas, il passe la nuit et ça, c'est pas grave. Mais par contre, c'est qu'il veuille tenter absolument de redescendre. Et en fait, qu'il chute. Et là, si on sait pas où il est, vu qu'on a eu du mal à le trouver, en fait, on ne saura jamais où il est et on n'aura jamais de nouvelles de lui. Donc le risque, c'est l'accident en montagne. Et une jambe cassée, une patte cassée, une entorse et pas de moyen radio pour se faire récupérer. Donc ça peut vite devenir dramatique. Les sauveteurs ont coutume de dire qu'il vaut mieux rechercher un randonneur perdu le jour même plutôt qu'un mort le lendemain. Ce touriste écossais a été secouru à temps et il en est très conscient. Dans quel état il est? Bon, il est fatigué, un peu déshydraté, mais il n'est pas en mauvais état. D'accord. Le vacancier a seulement très soif. Il a fini depuis longtemps les 3 litres d'eau qu'il avait emportés ce matin. Je suivais les panneaux. Avec la chaleur, j'ai commencé à me sentir mal et j'ai perdu mon chemin. Et maintenant, je me sens idiot. Ce touriste n'aura rien à payer pour son sauvetage. C'est un principe en France. Les secours assurés par l'État sont gratuits. En été, l'hélicoptère Dragon 2B sort jusqu'à 8 fois par jour. Les équipages ont parfois juste le temps de refaire le plein de carburant. Sly vient de recevoir un appel. Il faut repartir immédiatement et cette fois, c'est particulièrement grave. On est dérouté pour une recherche pour l'instant. Sur un avion qu'ils ont perdu au niveau plus radar, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont plus. Ils nous demandent d'aller voir au dernier endroit où il a été vu. Mais s'ils s'inquiètent, c'est qu'il y a un risque probable de crash. Un risque de crash. Seule certitude, l'avion a disparu des radars dans cette zone. Il venait de quitter Calvi et se dirigeait vers l'Italie. Ils l'ont perdu plus à droite, donc plus vers le sommet. Un violent orage vient d'avoir lieu. Les crêtes sont masquées par d'épais nuages. Bon là, on voit rien, je fais le tour de la montagne là même. Ah, je crois que je l'ai. Regarde, midi, 1,5 km, juste sous le sommet. Ouais, je confirme, visuel. Prenez-moi les coordonnées d'auto, je surveille la météo derrière. L'appareil a l'air presque intact. Sly se rapproche pour tenter de repérer d'éventuels survivants. Ah, il y a un corps en haut. Il est au-dessus. 2 corps à l'extérieur de la carlingue et aucun signe de vie. Mais tant qu'ils ne sont pas au sol, il reste un mince espoir. 2 gendarmes du peloton de haute montagne et un médecin du SAMU vont être déposés sur place. Les gendarmes sont les premiers sur les lieux. Au sol, on mesure la violence de l'impact. L'avant de l'avion est totalement détruit et les débris de l'appareil sont éparpillés sur des dizaines de mètres. Les gendarmes constatent immédiatement que les passagers sont décédés. J'en ai un là, un deuxième là, troisième là. Juste si on peut essayer d'avoir l'identité quoi. Les 3 victimes, 2 hommes et une femme, sont d'origine belge et néerlandaise. Pour la procédure, le médecin doit officiellement constater les décès. Il n'y avait rien d'autre à faire. La vitesse de croisière de ce type d'avion est de presque 200 km/h. Le choc ne laissait aucune chance aux passagers. L'impact a dû être assez violent, donc vu l'état des corps, oui, c'est des polytraumatismes avec une cinétique importante, donc un décès
immédiat. D'après les premiers éléments de l'enquête, le mauvais temps serait à l'origine de l'accident. Perdu dans les nuages, le pilote ne se serait pas rendu compte qu'il allait percuter la montagne. Pour Sly et Christophe, cet accident rappelle cruellement un autre crash, celui d'un hélicoptère Dragon de la sécurité civile qui a fait 5 victimes en 2009. C'était sur cette montagne, un jour d'orage. Aujourd'hui, une croix marque le lieu de l'accident. Ici, Christophe le mécanicien a perdu 2 de ses collègues et amis. C'est un endroit où moi, quand j'ai besoin, je viens et je reste une demi-heure, 1 heure. Je vais dans le maquis, je suis ici, je tourne un peu. Voilà. On ne peut pas oublier. On peut pas oublier, on n'a pas envie non plus d'oublier, donc voilà. Aujourd'hui, sur la montagne, un mémorial rappelle le crash du Dragon 2B et le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour tenter d'en sauver d'autres. À l'autre bout de l'île, retour à Porto Vecchio, en Corse du Sud. Nous retrouvons Ludovic, du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Sa mission du jour, patrouiller dans les quartiers résidentiels de la ville. Ici, c'est résidence secondaire. Résidence secondaire de standing. Je pense que c'est un des endroits les plus chers de Porto Vecchio. De luxueuses villas qui attisent toutes les convoitises. Plus d'une centaine de cambriolages ont été commis à Porto Vecchio l'an dernier, un record pour la Corse. Alors cette année, les gendarmes ont décidé de multiplier les patrouilles. Le fait que nous soyons présents sur le terrain, ça crée quand même une gêne pour les voleurs lorsqu'ils voient ce qu'ils appellent du bleu, c'est-à-dire du gendarme. En été, les cambriolages ont plutôt lieu les samedis et dimanches, après la tombée de la nuit, pendant que les vacanciers sont au restaurant ou en boîte de nuit. La soirée n'est pas encore très avancée, quand Ludovic reçoit un appel. Oui, le psy que j'écoute. Cambriolage. Ouais, ça vient de se faire ou quoi? Ça vient de se faire, ouais. Bon, bah écoute, je me transporte sur place, pas de problème. Donc on part sur un cambriolage qui vient d'être fait apparemment. Les gens ont été réveillés par un individu avec une torche. Il est rentré pendant que les gens étaient chez eux, quoi. Deuxième à gauche. Oui, donc là on va arriver sur les lieux. Est-ce qu'il y a une patrouille DSI sur Porto Vecchio qui pourrait se diriger sur Marina di Fior? C'est celle-là, hein. Deuxième montée. 10 minutes après l'alerte, les gendarmes sont sur les lieux. Bonjour, gendarmerie de Porto Vecchio. Bonjour, monsieur. On vous suit? Oui, déjà. Le cambriolage vient juste de se produire. Les malfaiteurs sont peut-être encore dans les parages. Vous avez vu un individu? Oui. D'accord. Je crois qu'il y en avait qu'un, oui. On a vu une lampe torche. On n'a même pas vu. Une lampe torche, vous n'avez pas vu du tout l'individu? Non. Et vous savez pas par où il est parti? Non, je pense par là-haut. Je suis pratiquement sûr par là-haut. Mais... Par là-haut? Ouais. Les vitrées sont ouvertes. Ouais. Alors vous touchez rien, par contre vous touchez à rien du tout, parce qu'il y a un collègue qui va venir pour faire une police technique. D'accord. Pour voir s'il y a des indices ou quoi. Ouais, justement, ils ont ouvert des choses, donc on n'a pas touché exprès. D'accord. Le couple, originaire de région parisienne, passe ses vacances dans cette villa qui appartient à leur famille. Tous deux sont encore sous le choc. Je vous explique, moi je dormais, ma femme regardait un film. Ouais. Ma femme m'a réveillé en me disant il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. J'ai vu la lampe torche. Moi j'étais en plein sommeil, donc j'ai commencé à hurler pour les intimider. D'accord, ok. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont partis par là-haut, et après, je vais vous dire qu'ils sont partis vers la piscine. Mais en fait, je pense qu'ils sont partis vers la piscine parce que ici, il n'y a pas de sortie en fait. Il n'y a pas de sortie, hein. Ils sont facilement. Touchez pas trop, hein, quand même, touchez pas trop. Ah oui, non, touche pas. Alors après, il y a peut-être un petit coup là. Mais à cette heure-ci, c'est quand même fou, quoi. Je vais aller tôt, et tout le monde est encore réveillé. Alors vous touchez rien, on va faire un tour, hein, et les collègues ils vont arriver tout à l'heure là. Ouais, d'accord. Butin du cambriolage,
un ordinateur et un sac à main. Les gendarmes vont fouiller le jardin. Ils cherchent des indices que les voleurs auraient pu laisser en s'enfuyant. Tiens, viens, il y a des papes. Hein. Ah, attention. Ne touche pas, là. On va monter. Il y a un passage, là. Le passage donne directement sur une route. C'est sans doute par là que les cambrioleurs ont filé. Et puis là, c'est un bon emplacement là, pour accéder au lotissement et faire des cambriolages et de prendre la fuite. C'est assez traumatisant de vivre une expérience comme celle-ci, quoi. Hein, vous savez, quand vous êtes en vacances ici, vous êtes réveillé en pleine nuit par une personne avec une lampe torche. Je pense que ça reste marqué, et sachant qu'il en reste quand même quelques jours de vacances à passer ici, à mon avis, je pense que le sommeil va être perturbé dans les jours suivants. C'est quand même quelque chose qui marque beaucoup, et il y a des personnes qui assimilent ça à un viol. Et là... Ludovic continue d'inspecter le jardin lorsqu'il reçoit un nouvel appel. Allô? Oui, on fait le tour de la maison et des autres pour essayer de savoir si, voilà, s'il n'y a pas une bagnole ou une moto qui a été abandonnée. Oui, ça on le fait maintenant et on ira sur la deuxième inter. Hein. Mais là, à chaud, il faut peut-être s'occuper du cambriolage. Hein. Et l'autre inter en cours? Oui, apparemment, il y a une deuxième inter qui va se poursuivre là. C'est quoi? En fait, c'est un monsieur qui aurait quelques petits soucis avec deux personnes. Des techniciens vont procéder à des recherches d'empreintes dans la villa. Ludovic peut partir sur sa nouvelle affaire. Direction, les urgences de la clinique de Porto Vecchio. Un blessé vient d'y être conduit après ce qui semble être une agression. Au niveau des coups, vous avez pris quoi? Vous avez pris des coups de poing? Des coups de poing, des coups de pied, c'était trois. Et il avait une barre de fer, je me suis beaucoup à la jambe. D'accord. Sur les trois, vous les connaissez? C'est presque la famille. C'est la famille de qui? Moi. C'est votre famille? Enfin, on est du même village, il y a un lien de famille, mais loin, enfin, on est du même village. D'accord. Alors, il y a qui c'est que vous avez reconnu sur les... C'est les trois frères. Les trois frères? Du coup, ils avaient une bombe... Une bombe de peinture ou une bombe lacrymogène? Lacrymogène. Bombe lacrymogène. Vous voulez déposer plainte ou pas? Tiens, bah oui. Oui, on est bien d'accord. De toute façon, on va pas les relâcher. Qu'est-ce que vous avez comme blessure? J'ai eu ça, au visage, là, lèvres. Et là, je sais pas. Vous avez pris un coup au niveau de la jambe, hein? Ouais. D'accord. On ira chercher certainement les auteurs de ces violences. Hein, puisque là, c'est des violences avec plusieurs circonstances aggravantes. Hein, ils étaient en réunion, il y avait barre de fer, lacrymogène. Donc là, ils seront placés certainement en garde à vue. L'agression a eu lieu sur le parking d'une grande surface. Des caméras ont peut-être filmé la scène. Dès le lendemain matin, Ludovic est sur le pied de guerre. Il veut obtenir des preuves du passage à tabac et confondre les agresseurs. D'après la victime, c'est sur ce parking de centre commercial que la bagarre aurait eu lieu. Ludovic va visionner les bandes de vidéosurveillance. Bonjour. Ça va. Donc on a l'autorisation du... Le véhicule de la victime était garé sur le parking, pratiquement à l'angle. Voilà. Donc, Elle tourne toute seule la caméra, c'est ça? Voilà. Comment les trouver? Ça chahutait un peu, ouais. Je pense que c'est là. Et on voit l'agression? Mais sur la vidéo, on la voit pas particulièrement. Les affaires de bagarres nocturnes sont souvent confuses. Les gendarmes ne savent jamais si la version du plaignant est la bonne. Ces vidéos ont au moins le mérite de valider son récit de l'agression. Voilà, celui-là. Ça nous permet de confirmer justement qu'il a été victime de violence à cet endroit. On ne voit pas clairement ce qui a été fait, s'il y a eu des coups avec des bâtons ou des choses comme ça. Là, on ne peut pas déterminer. Mais on a une description qui nous permet de voir des personnes qui sont habillées de telle ou telle manière. Et en fonction de l'audition de la victime, on va pouvoir confirmer
si ce sont bien les mêmes personnes qu'on voit à la vidéo. Les gendarmes décident d'interpeller les 3 suspects. Compte tenu du contexte en Corse, ils prennent toujours des précautions supplémentaires pour ce genre d'affaires. D'autant plus qu'ici, les agresseurs ont fait preuve de brutalité. On a vu des affaires de violence similaires qui ont tourné au drame, où les personnes ont laissé leur vie. Donc voilà, ce sont quand même des gens qui sont, on va dire, dangereux. Les gendarmes sont un peu tendus. Ils n'ont pas pu faire de repérage car les suspects habitent dans un village où il est impossible de passer inaperçu. La gendarmerie! Monsieur. Monsieur. Ouais, ok, tu mets les pinces. Allez, tu rentres. Ils sont où vos 2 frères là? Oh. Ouais, monsieur. Oh, vous vous réveillez, monsieur. Vous mettez les mains en l'air, vous mettez les mains en l'air, s'il vous plaît. Vous tournez, tournez-vous, tournez-vous, tournez-vous. Voilà, vas-y, mets les pinces. Au moment des faits, donc, il y avait un serre-joint et une bombe lacry. C'est où tout ça? Il nous le faut. Donc, soit on fait une perquise dans toute la maison, on fout tout en vrac, soit vous nous dites où c'est que. Il est juste là. Vous l'avez là, le serre-joint? Ah oui, vous allez nous le donner. Voici le serre-joint utilisé lors de l'agression. Une barre de fer de plusieurs kilos. Les agresseurs présumés sont amenés à la gendarmerie où ils seront placés en garde à vue pour 24 heures. Tous vont reconnaître les faits. À l'origine du conflit, une histoire de jalousie sur fond de divorce conflictuel. Oui, il s'agit d'un différend familial où c'est pas très clair au niveau des circonstances des faits. Donc ces personnes vont être mises en liberté et seront convoquées devant le tribunal correctionnel ultérieurement. Selon les charges qui seront retenues, les 3 hommes encourent une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Pour les forces de l'ordre et les sauveteurs, l'été a été mouvementé. Mais cela n'empêche pas la Corse de rester une destination phare. Comme chaque année, entre juillet et août, environ 1,5 million de touristes ont profité des charmes de l'île de beauté.